Je voudrais juste remarquer qu'il y a deux types de documents. Les premiers, c'est en quelque sorte une vérité officielle, il est mort en service, et puis c'est incroyable, enfin c'est un discours, on ne va pas chercher midi à 14h, et puis bon. Et l'autre document, c'est cet exemple de journalisme assez fascinant de Pierre Desgroupes, qui était un grand monsieur, et qui est livré un an après, le 6 novembre 1964, pratiquement presque jour pour jour, dans cette formidable émission qui était 5 colonnes à la une. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors peut-être dans un premier temps sur les documents officiels, les morts en service, c'est du purement superficiel, et puis ensuite sur les doutes. Et comme s'il y avait un mur invisible, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas aller plus loin, dit-il. Moi, personnellement, en tant qu'ancien prof d'histoire, c'est quand même très bizarre qu'on assassine un président. Est-ce que c'était un coup d'État maquillé après en acte d'un tireur isolé? Je n'en sais rien, mais la question mérite d'être posée. Et puis il y a une question qui... il y a aussi des coïncidences qui sont incroyables, c'est cette histoire du chapeau qu'on voit, et puis on fait porter le chapeau à celui d'Oswald, qui ne va pas le porter longtemps. C'est un autre qui porte le chapeau, c'est lui qui d'ailleurs va perdre son chapeau après avoir tiré sur Oswald. Et une question est essentielle. Au fond, est-ce que c'est eux qui ont décidé, Jackie Kennedy et le président Kennedy, d'aller plutôt dans une voiture décapotable, ou alors est-ce qu'on leur a dit est-ce que vous ne voulez pas, et ils ont dit oui. Parce que si la voiture n'avait pas été décapotable, je ne vois pas comment un tireur aurait pu. Donc là, il y a quand même d'incroyables zones d'ombre par cette belle journée de soleil. J'étais un peu long, je m'en excuse, je vais vous dire tout de suite le microphone. Thomas Sneger. Alors les gens savent, pour la voiture, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, vous étiez encore sur la route, j'ai expliqué que c'était une volonté de John Kennedy, disant les gens sont venus nous voir, il faut donc qu'on se montre à eux, ils ont donc refusé la voiture qu'à côté qu'on leur proposait. En fait, le symbole de la se trompe un peu, c'était Washington qui avait refusé l'idée de mettre une voiture de la voiture fermée pour les voir. D'ailleurs, pour l'anecdote, le long du cortège, Jack Kennedy avait ses lunettes de soleil, il a arrivé comme il enlève ses lunettes de soleil, les gens veulent te voir, les gens veulent nous voir. Et c'est vrai qu'il était un atout charme, un atout important pour lui pendant le cortège. Alors, moi, franchement, c'est le 5 colonnes à la une, c'est un exercice extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez. On est pris comme dans une série, c'est un travail exceptionnel, je trouve, puisque pour être vraiment sur le fond, la commission Warren vient de rendre son avis, et vous avez vu en fait, c'est une espèce d'explication de texte du rapport des 800 et quelques pages de la commission Warren, et je trouve que ça résonne énormément avec l'actualité, parce que, je ne sais pas si vous avez un peu suivi ça, mais il y a un grand débat en ce moment sur les fake news, sur les fausses informations, et le grand truc aujourd'hui, c'est la mise en cause de tout complotisme, qui se justifie bien. Les gens qui disent que marche sur la Lune, Roswell, le 11 septembre, etc. Il y a plein de théories complotistes. Cette histoire de John Kennedy, c'est la mère de toutes les théories. Et on sent bien, comme Pierre Desgroupes, est embêté avec ça. Parce que lui, comme nous, enfin comme moi en tout cas, des gens hyper rationnels, qui travaillent sur les faits, et qui, peut-être parce qu'on est bien élevés, ne remettons pas en cause immédiatement la version officielle. Or là, il est obligé de dire, par rapport à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il a lu, qu'il y a comme un hiatus, et que lui-même est embêté à la fin. Il dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire après tout ce que j'ai lu, après tout ce qu'on a entendu? Et en plus, on est en 64. Et il est marrant au début quand il dit, peut-être que c'est des questions que se poseront mes enfants, nos enfants, nos petits-enfants. On est, en tout cas, je pourrais être le petit enfant, un des gros, je ne sais pas continuer, vous avez pas, j'imagine. C'est à peu près la génération des grands-parents. Cette question, elle se pose encore, et mes enfants, ça se posera encore, et je pense qu'elles se poseront tout le temps. Donc il y a une vraie interrogation sur a-t-on le droit d'interroger la parole officielle? Il dit à un moment donné des versions officielles. Et c'est marrant parce que ce matin même, j'ai été invité sur France Culture, ça sera diffusé la semaine prochaine, dans une émission qui s'intéresse précisément aux théories du complot.
Et il me propose de parler de ça. Et il me dit à la fin, il me dit, écoutez, c'est la première fois dans l'émission qu'on a un invité qui assume d'être considéré comme un complotiste. Parce que dans l'émission, c'est la Terre est plate, le 11 septembre, etc., etc. Donc des théories un peu farfelues. Et là, pour le coup, ne pas être complotiste, c'est quand même un peu naïf, quand même, parce que s'en tenir à la version officielle, qui est celle d'un tireur seul, avec des purs motifs politiques, guidés par personne, ça à l'époque on peut l'entendre, mais que son assassinat 40 heures plus tard, par Jacques Remy, qu'on sait aujourd'hui étant un mafieux local, avec des liens avec la mafia, que les deux événements soient absolument guidés par personne, menés par des loups solitaires. Alors, et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la commission morale fait ce travail. Toutes les théories complotistes se nourrissent d'une simplification à l'extrême du raisonnement. Toute théorie complotiste repose sur à la fois une sidération. Vous avez vu, c'est incroyable de le président des États-Unis, et donc trouver un sens à une sidération. Le 11 septembre, l'homme sur la Lune. Trouver un sens à une sidération. Et ensuite, une fois qu'on se dit, c'est pas possible, c'est trop, il y a autre chose que ce qu'on nous donne là, on tombe dans un piège qui est celui de considérer que toute corrélation vaut causalité. J'explique. La corrélation, c'est il y a un phénomène et il y a un autre phénomène au même moment. C'est les études scientifiques qui vont vous dire, américaines, qui vous disent, extrait pour montrer la stupidité, là, par exemple, voilà la corrélation. Je vois que dans un état des États-Unis, on consomme énormément de margarine. Et on voit que dans cet état, le taux de divorce est très élevé. Corrélation. Causalité, le divorce est causé par la consommation excessive de margarine. Ce que, évidemment, scientifiquement, rien ne dit, mais on raccourcit les liens. Et c'est le problème de ça. C'est qu'on vous dit, on dit, la CIA a effectivement bâclé ou accéléré la commission Warren, a fait tout pour que la commission Warren aille très vite. On se dit, c'est parce que la CIA est partie du complot. Et on ne se dit pas, c'est peut-être parce que la CIA et le FBI ont juste envie qu'on passe à autre chose pour ne pas mettre en avant leurs incompétences. On dit quand même là que le FBI n'a pas su protéger le président des États-Unis. Peut-être qu'il y a un besoin d'aller vite. De la même manière, aujourd'hui, Lyndon Johnson, voilà, le type, il est sénateur du Texas. Il n'aime pas Kennedy. Il rêve de devenir président. Alors que Kennedy, vu son âge, fera sûrement 2 mandats. Et en 68, Johnson sera vieux. La Constitution dit que le président, le vice-président devient président si le président se fait assassiner. Il n'y a pas d'élection anticipée. Et après, en plus, avec le vieux départ, avec la mort de Kennedy, c'est un triomphe pour Johnson en 69-64. Donc la corrélation, c'est, enfin, même l'explication simpliste, c'est de dire, il a besoin de président, ça se passe au Texas, chez lui, il connaît bien les bleus, donc il est coupable. C'est des liens assez simples, assez simplistes parfois, mais qui permettent de raconter cette histoire et de lui trouver du sens là où effectivement on est saisi par une forme de sidération. D'une certaine manière, et c'est paradoxal, c'est que là où les complotistes ont l'air d'être un peu farfelus parfois, en réalité ils sont très rationnels parce qu'ils ont envie de ramener de la raison et donc un raisonnement sur un élément qui, parce que honnêtement, si Harvard a tiré sans aucune justification sinon politique comme un loup solitaire et que l'autre a tué uniquement sur la version officielle pour que Jacques Kennedy n'ait pas à souffrir de la peine d'un procès avec Harvard bilan, il y a plus beaucoup d'histoires à raconter. Et c'est ça aussi où l'histoire laisse. Par exemple, regardez, autre théorie du complot que j'adore. En 1961, il y a la Belle Cochon. Opération qui vise à renverser Fidel Castro à Cuba. Le président de la CIA, le directeur de la CIA, c'est Allen Dulles. Allen Dulles, c'est le frère de John Foster Dulles, qui est secrétaire d'État de Eisenhower, c'est une famille extrêmement puissante. Le type, en plus, est un actionnaire de United Fruit Company, qui est une république bananière en Amérique centrale. On est vraiment dans le mélange un peu politique, argent, etc. Le type est aux commandes. Au moment, il est aux affaires au moment de la bébé cochon. À l'issue de la bébé cochon, qui est un fiasco absolu, qui ne vient pas du fait de Kennedy, c'est l'opération qui avait été lancée sur Eisenhower, il ne l'a pas arrêté.
mais il a essayé de la limiter. Par exemple, il a interdit à l'US Air Force de survoler et de frapper Cuba pour aider le débarquement, officiellement un débarquement de Cubains. En réalité, on sait très bien que Cuba avait été armé et financé par la mafia, mais aussi par la CIA. Les collusions existent, ça c'est, pour le coup, historiquement, c'est très validé, c'est pas une théorie. Juste au lendemain du fiasco, Kennedy, première décision, il vire à l'ANS. On se dit, oula, le LNES a des comptes à régler avec le président américain. D'autant plus que l'adjoint de la LNES, c'est l'ancien maire de Dallas, qui connaît parfaitement les lieux, qui peut-être même aurait pu agiter quelques réseaux pour faire embaucher Gérard Oswald dans ce fameux dépôt de livres scolaires. Et ça va plus loin, parce qu'au début, on nous dit la commission royale est constituée. Il dit des gens hyper, des gens très puissants, etc. Parmi ces gens, il y a qui? Il y a Allen Dulles. On sort de sa retraite pour permettre la commission. Et c'est là où on se dit, corrélation, c'est donc un complot qui met en même temps et en regard Allen Dulles, donc la CIA, le vice-président Johnson, et donc là c'est un complot qui prend une ampleur extraordinaire. Mais, je m'arrêterai après, je n'entends pas la parole, mais juste la dernière théorie qui me permet de s'évoquer un autre point. Je ne sais pas si vous avez lu James Roy, American Tabloid. American Tabloid, c'est un roman extraordinaire qui a une vraie théorie de la mort de Kennedy. Je vous la lis, parce qu'elle est fascinante. Et vous allez voir, c'est un romancier, James Roy. Donc il y a une narration, il y a un récit qui se perd. Et donc quand on le lit, on finit en disant c'est la bonne théorie, c'est évidemment ça. Parce que c'est un écrivain qui la raconte. Non, c'est pas un avocat, c'est un juriste. Mais Oliver Stone fera la même chose avec JFK. Quand on regarde JFK de Oliver Stone, la balle magique, etc., on est persuadé que c'est un complot. Alors pour Oliver Stone, c'est un complot qui met tout le monde. Parce que pour le coup, les complots d'Oliver Stone, c'est quelque chose. C'est le complexe militaire-industriel qui craignait que Kennedy se retire du Vietnam. C'est des obsessions vietnamiennes de Oliver Stone. Alors la théorie de D'ailleurs, il est extraordinaire. Tout commence en 1959. Coup d'État de Fidel Castro à Cuba. L'un des premiers gestes politiques de Castro à Cuba, c'est de nationaliser les biens étrangers, notamment les casinos. Les casinos qui étaient aux mains des mafieux. Et les Pandora Las Vegas. Las Vegas a été créé en réaction à la fermeture des casinos de Cuba. La présidentielle de 1960 se prépare. On est quelques mois avant seulement. La famille Kennedy, et c'est pas non plus une théorie farfelue, a des liens via le père très forts avec la mafia, notamment à Chicago. À ce moment-là, sur le rêve, il y a une conjonction d'intérêts entre le père Kennedy et la mafia. Une sorte de pacte va être signé. Le pacte, ça va être nous allons faire élire ton fils. C'est ton rêve à toi. L'Irlandais, jamais bien intégré dans la haute société protestante, le WASP, les Brahmanes de Boston, on va réaliser ton rêve. Ton fils va devenir président des États-Unis. Toi qui es toujours un peu rejeté. Mais la mafia prête rarement gratos. Donc en échange, ton fils, le président, va tout faire pour renverser Fidel Castro. Et on va même les biens pour ça, pour que Castro soit dégagé et qu'on retrouve nos casinos. Et c'est ainsi, effectivement, et je raconte dans le papier que j'ai écrit de Clinton, que la nuit de l'élection, le maire Richard Daley, le maire de Chicago, appelle le père Kennedy et lui dit, avec l'aide de Dieu et de quelques amis, je peux vous dire que votre fils a gagné l'État de l'Illinois. Et quand on sait à quel point ça s'est joué peu, Nixon a eu l'élégance de ne pas demander un recomptage, etc., mais on sait bien qu'il y a des magouilles extraordinaires pendant cette élection. Donc vous avez un point de crispation là. Vous avez donc la baie des cochons. Et la baie des cochons, encore une fois, ce n'est pas un projet de Kennedy, il en est. En revanche, vous avez la crise de Cuba en 1962. Vous vous souvenez, quand on découvre, on voit un peu du film, quand on découvre la présence de missiles soviétiques écrits en cyrillique par des photos aériennes. Kennedy fonce à la télé, menace
que toute navire soviétique entrant dans une certaine zone serait détruit par l'armée américaine. On est à 2 doigts, 13 jours, on est à 2 doigts de la Troisième Guerre mondiale. On en sort de cette crise avec une victoire apparente de Kennedy. Khrouchtchev a été plus mesuré, heureusement pour nous, et plus raisonnable que son jeune homologue, et décide de retirer les armes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un accord secret. Ça, c'est pas l'erreur, c'est la vérité historique. L'élément secret, c'est que Khrouchtchev dit à Kennedy, ok, vous qui êtes dans une démocratie, vous avez besoin, cher président américain, contrairement à moi, d'un succès aux yeux de l'opinion publique. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas élu. Enfin, je ne suis pas élu par le peuple. Mais vous en avez besoin. Je vais vous faire ce cadeau. Ce cadeau, ça va être, vous allez pouvoir aller pas dans la télévision. Vous allez pouvoir dire, regardez, après avoir été humilié par Khrouchtchev en 61 à Vienne, c'était une boucherie, eh bien, j'ai pris la revanche. Je suis un chef d'État important, je serai peut-être même réélu un jour. Mais en échange, moi, je vous demande une chose. Il y a des missiles qui sont basés en Turquie et qui sont pointés sur mon pays. Et pour Khrouchtchev, c'est important d'étudier les gens de sa d'achat. À chaque fois, leur disant, vous voyez là-bas, j'en ai rien, bien sûr. On voit rien, hein. Mais regardez, là-bas, il y a des missiles américains qui sont fixés sur moi. Je vous rappelle quand même, à tout un sujet, que la Turquie fait partie de l'autre. Donc, on est vraiment dans la guerre froide. Et lui, vous allez démontrer ça, rassurez-vous, faites-le dans 6 mois. Les médias auront oublié, il n'y aura plus de lien, personne ne fera lien avec la crise de Cuba. Et puis autre chose, vous allez promettre une chose, on quitte Cuba, mais vous ne touchez plus un poil de barre de Fidel Castro. Cette promesse, elle est faite par Kennedy. Il ne la tiendra pas beaucoup, hein. Il y aura beaucoup de tentations encore, de tentatives de renversement, etc. Mais jamais aussi impressionnante. Et la théorie de la loi, on revient dans le roman, c'est les mafieux apprennent la totalité de l'accord, ont donc été floués par le président Kennedy qui ne fera donc pas tout pour renverser Fidel Castro, et donc se met en place un complot pour tuer le président des États-Unis. Jack Ruby, encore une fois, est un mafieux local. Il a des boîtes de nuit, des boîtes de striptease, c'est un mafieux. Et dans la logique des mafieux, Jack Ruby, qui mourra quelques années plus tard en prison d'un cancer, ne dira jamais. On ne saura jamais rien. La loi du silence, c'est quelque chose dans ces milieux-là. Donc, en tout cas, je fais exprès pour raconter ça pratiquement comme un roman, pour vous dire à quel point en fait, le récit peut être puissant. Et c'est ça qui est intéressant dans la Kennedy et dans le ministère Kennedy. C'est que si 55 ans après, ça nous intéresse encore, c'est parce que c'est devenu un objet quasiment littéraire. C'est devenu quasiment un objet de création. Les romanciers donnent les mots, les romanciers, les cinéastes s'y intéressent. Et plus ils s'y intéressent, eux, ce qui les intéresse, c'est pas la vérité historique. Eux, ce qui les intéresse, c'est cette patte molle qui peut les inspirer. Et donc, on s'éloigne progressivement de la vérité. Et c'est pour ça que ceux qui disent il y a bien un moment donné où on saura, moi je pense que plus on s'éloigne du moment, plus on s'éloigne de la vérité en réalité. Parce que plus on s'éloigne d'un récit, d'une multiplicité de récits, de mélange de récits de fiction, qu'on est complètement éloigné de plus en plus de l'événement. Le problème, c'est que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu savoir, probablement, mais à ce moment-là, l'enquête a été bâclée. Après, je vous laisse en discuter pourquoi elle a été bâclée. Est-ce que c'est pour masquer les compétences des services de renseignement? Est-ce que c'est aussi parce que le président Johnson voulait vite passer autre chose, il était quand même en guerre froide, parce que l'Amérique a besoin d'être affaiblie? C'est exactement l'argument de Donald Trump aujourd'hui. Trump dit il faut arrêter avec l'affaire russe, ça affaiblit l'Amérique sur la scène internationale. C'était l'argument de Clinton au moment de l'affaire Lewinsky, ça affaiblit l'Amérique sur la scène internationale. C'était l'argument de Johnson. Parce qu'on dit autre chose. C'est la raison pour laquelle, 3 jours après la mort de Kennedy, il lance la commission Warren, et 1 an plus tard, terminé, il n'y a rien à voir. Ça ne peut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de complot, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il y a forcément un complot. Et c'est en ça que je ne suis pas complotiste, dans la mesure où moi je vais en disant c'est la CIA qui a tué. Personne ne peut aujourd'hui le dire. Personne de sérieux ne peut venir nous dire c'est la CIA qui a tué, c'est le FBI qui a tué, c'est la mafia qui a tué, ou c'est Lyndon Johnson qui a tué, ou c'est les castistes qui ont tué. Personne ne sait peut le dire. En revanche, personne ne peut vous dire non plus c'est Léonard Roosevelt seul,
sans aucun motif sinon politique, qui a tué le président des États-Unis. Et cette multiplicité de points d'interrogation qui fait que je ne me considère pas complotiste dans le sens un peu actuel des choses et très péjoratif, mais plutôt dans le sens d'un citoyen qui s'interroge, et je crois que c'est très légitime de s'interroger sur la version officielle des choses qu'on nous propose. Ça devient dangereux quand on est certain et persuadé qu'on nous ment à des fins politiques. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, je pense effectivement qu'il y a le doute et qu'il n'y a plus aucune certitude, de moins en moins. Et je vais faire l'avocat du diable, c'est-à-dire des partisans de la thèse complotiste. Il y a quand même, bien sûr, on peut élucubrer sur tas de choses, margarine, les divorces, etc. Mais si on regarde ce qui s'est passé pour de vrai, il y a quand même, vous avez dit une chose, moi je ne le savais pas. Avant de voir le film, je ne savais pas non plus qu'ils avaient décidé d'être dans une... En fait, c'est depuis Washington qu'ils décident. Donc, il y a quand même le temps, en tout cas plusieurs heures, pratiquement plus de 24 heures, où on sait qu'il va se promener dans les rues, dans une décapotable, élue. Ça, c'est établi. Deuxième grosse interrogation, il y a eu 4 ou 3 coups de feu. C'est quand même... là, et il n'y a aucune réponse. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucune réponse. Et puis, autre énigme, il y a un policier qui rentre dans le... Et puis il va tout de suite remarquer un type qui est dans une lunch room, dans le snack bar ou la cafétéria de ce bâtiment. Et c'est lui qui... c'est quand même très, très bizarre. Ensuite, on retrouve, il n'y a pas un policier, mais 2 policiers, puisqu'il dit qu'il prend son arme, et il la donne à un autre policier. Donc, est-ce qu'il y a des policiers qui patrouillent, peut-être qu'il y a des policiers qui patrouillent dans la grande salle de lycée, mais en général, c'est quand même assez rare. Donc, à ce sujet, est-ce que vous, cher Thomas, vous avez des éléments de réponse? Et puis, il y a une autre question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on reprend, puisque vous êtes des petits-enfants, ce que vous avez dit, si vous avez bien écouté, vous auriez pu être des petits-enfants de ceux qui étaient directement, disons, pas impliqués, mais concernés par cet attentat. Si on faisait aujourd'hui une enquête, est-ce que ça serait possible sur d'abord les témoins que l'on a vus, sur le fameux commissaire qui était sur le témoin qui tout de suite dit j'ai vu tirer de la fenêtre du 4e étage, sur voilà, c'était qui ces gens-là? Parce que tôt ou tard ils ont pu avoir soit des promotions, soit des ou peut-être lâchés. Est-ce que ça serait possible encore de faire une enquête? Sinon on va lancer un appel d'offres comme ça pour que ça risque d'être, il risque sa vie, une enquête de ce genre. Alors, on va voir, je ne considère pas comme le tenant de la thèse officielle. Donc les questions que vous posez sont des questions ultra légitimes et qui, pour moi, au contraire, nourrissent notre imaginaire, nourrissent nos hypothèses, nos doutes, et c'est formidable. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi fascinant cette histoire, parce que évidemment, on a en face de nous des options extraordinaires de réflexion, d'hypothèses, d'imagination, bien sûr. Évidemment, il y a la question qui se pose. Pourquoi est-ce qu'il tombe sur ce type immédiatement? Pourquoi est-ce qu'il rentre se changer comme sa logeuse de lit? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Parce que oui, il était marié avec la russe Marina, mais il est séparé parce qu'il était un peu violent, il avait tué un homme, on sait qu'on l'a su plus tard, il a un locker quelques mois plus tôt. Donc c'est pas un enfant cœur, on va dire Roswell. Il a vraiment tué le policier dans la rue. Donc c'est loin d'être un type tout à fait recommandable. Après, mais par exemple, le matin, on sait ça par la commission Warren notamment, et par le témoignage de la femme, Marina Ozan, russe, c'est que le matin, elle se réveille le matin, il a dormi à la maison ce soir-là, et le matin, sur la table, elle découvre de l'argent. Alors qu'ils sont très peu de sous, et son alliance à lui. Vous avez entendu, voilà, c'est pas parce qu'il la quitte, c'est parce qu'il sent bien qu'il va disparaître, qu'il va faire quelque chose d'extraordinairement grave, voilà. Donc il y a des éléments comme qui attestent ça. Après, évidemment, par exemple, quand on entend le témoignage de la mère, et qu'on voit comment on développe la dégage complètement, en disant, bon, c'est la vieille femme, je crois que la vieille femme, elle a toute sa tête, et puis c'est ridicule, mais c'est une vraie question. Pourquoi il y a pas russe? Comment il y a pas russe? Où il y a pas russe? Ce sont des questions qui ne sont absolument pas évoquées dans la commission Warren, qui évacuent ces questions-là, qui sont des questions quand même intéressantes. Le type est quand même, et c'est une question fondamentale, est quand même un Marist,
donc de l'armée américaine, qui va en Russie, il fait quasiment défection, il revient, et comme on dit à un moment donné, il est fiché par les services de renseignement, mais l'information passe pas à la police de Dallas, on le retrouve à Mexico, quelques mois avant la tuerie, on le sait qu'il va dans l'ambassade de l'URSS. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ça, on ne saura jamais. Mais en même temps, c'est génial qu'on sache pas parce que c'est super excitant. Mais ça nous éloigne un peu de la vérité. Mais on est sur un autre registre. On est sur un registre de l'excitation, de la fiction quasiment. Mais tout ça est pourtant vrai. Donc effectivement, il y a plein de réactions qui restent là, sur lesquelles on n'a pas de réponse, sur lesquelles on a. Et aujourd'hui, 55 ans plus tard, les témoins, il y en a quand même beaucoup moins aujourd'hui, le temps a fait son œuvre, mais la commission Warren n'a pas interrogé les témoins, par exemple. Les témoins, vous savez, à un moment donné, il y avait un grand truc sur le talus. Hein, voilà. De l'autre côté, parce que vous avez donc le Guillaume Rosal qui par derrière, et il y a une théorie à un moment donné qu'il y avait un autre tireur devant, derrière un talus. Pourquoi est-ce qu'on parle de talus? Parce que les témoins, pas tout écoutés par la commission Warren, ont persuadé d'avoir entendu des coups de balles qui venaient, des coups de feu qui venaient, voilà, des étincelles, de la fumée, et des coups de feu qui venaient de ce fameux talus. Surtout, il y a un truc qu'on n'a pas vu là, parce que c'était pas encore rendu public, c'est le fameux film de Zapruder. Le film qu'on voit tout le temps de la mort de Kennedy en couleur. Ce film-là, filmé par Abraham Zapruder, voilà, le film tourné par Abraham Zapruder, qui est un film, c'est une histoire géniale. Zapruder, c'est un photographe du coin, qui peut essayer de jouer la caméra, et on va essayer sur le président, il est là, il pose sa caméra, et il filme ce qui vient de se passer. Il y a des mystères, parce que la commission Warren, par exemple, n'a pas révélé la totalité du film. Il y a entre la 190e et la 225e image, il y a un trou. Et ce trou, c'est le moment où Kennedy prend une balle, où sa tête, comme s'il la prenait de devant, en fait, et non pas de derrière. Après, les experts ont aussi vu, par exemple, qu'il peut y avoir un réflexe quand on va derrière, une sorte de coup de la forme, un réflexe de la tête en arrière. Que peut-être c'est la voiture qui a accéléré, qui fait qu'à ce moment-là, la tête est partie en arrière. C'est génial, il y a plein d'hypothèses possibles. De la même manière, Oliver Stone sait que la balle magique, c'est le grand truc d'Oliver Stone, la balle magique. Il dit c'est comme s'il y a 4 balles, il n'y en a pas 3. Parce que sinon, selon la théorie officielle, il y a une balle qui a touché et Kennedy et Connolly. Là où Connolly dit, j'ai pas entendu le bruit, mais c'est une autre balle. La commission Warren dit non, c'est la même. Et là, vous avez vu des images du procès d'Harrison qui montrent sur un dessin la balle magique. La balle magique, elle fait pas ça, elle tourne, elle repart, elle retouche l'épaule et elle sort sur le côté. Cette théorie-là, elle a été importante parce que vous savez que quand le film de Oliver Stone sort, vous voyez les extrêmes, on ne peut pas se prochain, quand le film de Oliver Stone sort au cinéma, c'est en 1990, si je ne me trompe pas, à la fin du film, c'est un film militant parce qu'il dit, vous, les Américains qui regardez ce film, écrivez à vos élus du Sénat, de la Chambre des représentants, pour leur demander d'ouvrir les archives. Et c'est parce qu'il y a eu ce film et une demande publique de transparence que Trump a été obligé, vous avez vu il y a quelques mois, de révéler 3000 encore documents, etc. qu'on n'avait jamais vu. On va savoir, on ne saura jamais évidemment. Mais c'est la conséquence de ça. En fait. Tous les documents doivent être libérés dans les. Je sais pas comment dire, c'est la loi qui l'a imposé comme ça. C'est par le film. Mais, alors, la balle magique, entre 300, on dit, ok, et corrélation. C'est ça le simplisme. On dit, s'il y a donc la balle magique, c'est donc qu'on nous a menti, c'est donc qu'il y avait plus de balles, c'est donc qu'il y a un complot, parce qu'il y a un deuxième tireur, et à partir d'un 2, c'est un complot. 2 personnes, c'est un complot. Donc la version officielle s'effondre, et à partir du moment où vous avez dit la version officielle s'effondre, c'est là où vous pouvez faire entrer tout ce que vous voulez. C'est ça la force du complotisme, en fait. C'est de dire, je mets là la version officielle, et une fois que j'ai bien préparé les esprits à ça, vous êtes prêts pour se raconter n'importe quoi. C'est la psychologie sociale. Je vous ai préparé, j'ai préparé le terrain en dégommant la théorie officielle. Et lui, il a des gars avec cette balle magique. Le seul problème, c'est qu'il a Garrison et lui ont fait une erreur, c'est qu'ils n'ont pas bien vu qu'en réalité, la voiture présidentielle est un peu surélevée et que le train-train sur lequel était assis Connolly était un peu décalé.